De retour sur le plateau du jeudi Anthropologie, nous sommes toujours avec notre expert des humanités classiques africaines, Yousseré Kalala Omotunde. On a fini de parler un petit peu de son tour de l'Afrique, puisqu'il a été, plusieurs pays, c'est vrai. Plusieurs pays, dispenser un peu les cours que vous réalisez un peu sur le plateau. Totalement. Vous avez été réalisé aborder aussi d'autres réalités. Et beaucoup d'autres réalités, beaucoup de rencontres aussi Totalement. qui seront porteuses pour l'avenir, notamment avec la jeunesse. Et pour cette deuxième partie, eh bien, on en revient au cours de la semaine. Voilà, je voulais aborder la problématique vraiment de l'histoire africaine, de la préhistoire de l'Europe. Parce que les émissions précédentes que nous avons eu l'occasion de faire ont suscité beaucoup de réflexions. Et je pense qu'il faut bien expliquer quelque chose, d'accord, qui est fondamental. Lorsque les Européens parlent de leur préhistoire, ils ne sont pas concernés par les matériaux. Ils ne sont pas concernés. Il faut bien qu'ils se mettent ça dans la tête. Ils ne sont pas concernés. C'est le patrimoine de l'Afrique, c'est le patrimoine des Africains. Et la chose, c'est que les musées de la préhistoire doivent être occupés aussi par les Africains. Il faut que tout le monde noir, les personnes d'ascendance africaine, aillent avec leurs enfants dans les musées de la préhistoire, parce qu'ils verront là, justement, des statuettes qui représentent des hommes et des femmes, surtout des femmes africaines, mais c'est de voir la technicité de l'Afrique, donc à l'époque du Paléolithique, donc dès 40 000 ans, puisque l'arrivée et l'installation en Europe, c'est cette date-là. Si on peut voir déjà d'ailleurs le premier document, et ça donnera le là. Les salles du musée d'Aquitaine avaient été inaugurées pour la première fois en 1991. Et donc en 22 ans, la muséographie n'avait absolument pas changé, ce qui fait qu'elle était devenue complètement désuète et obsolète. Et surtout, le discours scientifique avait varié, évolué. Et donc il fallait absolument remettre tout ça au goût du jour. On a décidé donc d'alléger les présentations et de les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus ludiques, beaucoup plus pédagogiques, afin de toucher un public qui était avant plutôt un public de spécialistes. Maintenant, on est vraiment sur le grand public, les familles, les scolaires et tous ceux qui n'y connaissaient absolument rien en préhistoire. Il s'agit de la Vénus à la corne découverte sur le site de Lossel. On l'appelle parfois simplement Vénus de Lossel. Elle a été découverte en 1911 à la pelle et à la pioche. C'était les conditions de découverte de l'époque, ce qui explique notamment les coups qu'elle a reçus sur les bras. Elle a 25 000 ans. Elle est datée du Gravétien et ça représente donc une femme ayant enfanté plusieurs fois avec les seins tombants, des hanches larges et un ventre proéminent. Ce sont vraiment les parties du corps que l'homme préhistorique a voulu mettre en valeur puisqu'elles sont disproportionnées par rapport à un corps normal. Autre particularité, le visage n'a jamais été travaillé. C'est un principe dans cet art préhistorique, il y a très peu de visages humains. Les pieds, c'est la même chose, ça ne les intéresse pas, ils ne les font pas. Les mains sont très rarement représentées. La Vénus de Lossel a été découverte sur un énorme bloc qui faisait plusieurs tonnes. Il a été découpé pour pouvoir être envoyé à Bordeaux. Et il a fait extrêmement parler de lui. C'est l'objet le plus connu du musée d'Aquitaine. Ils avaient déjà une bonne technicité quand même, il y a 25 000 ans. Alors, ce qui est important de comprendre et de voir ici, et cela concerne directement les enseignants et les enfants, c'est-à-dire que les matériaux qu'on présente dans les manuels scolaires, donc à propos des hommes ayant fait ces œuvres-là, si on peut voir le document numéro 2 et me laisser le son, vous voyez, il y a justement une tentative de mystification sur cette période d'histoire. Donc, c'est la deuxième image. On veut les images sans le son, s'il te plaît, Yann. Voilà. On va faire un off dessus. Vous voyez, homme de l'Aurignacien, qu'est-ce que vous constatez? Reconstitution achevée. Alors, c'est vrai que lorsque l'enfant voit ça, lorsque les parents voient ça et l'enseignant voit ça, il se dit, ça ne nous concerne pas. D'accord? Donc, voilà comment l'Europe, c'est-à-dire l'intelligentsia européenne, essaye de mystifier le monde africain en présentant des faux documents, parce que ça, c'est du faux et usage de faux. Si on peut voir l'image suivante, nous allons, voilà, regardez, nous sommes au musée de paléontologie de Monaco, et vous avez l'homme de Grimaldi. L'homme de Grimaldi, c'est ce qu'on appelle le Cro-Magnon aujourd'hui, mais c'est le premier homme moderne à être entré en Afrique. Regardez, il est en train de sculpter la Vénus de Lossel. Et qui a fait ça? C'est Constant Roux. Constant Roux, c'est un immense sculpteur qui a reçu plusieurs prix. Et ça a été sculpté à l'entrée, donc de la façade de l'Institut de paléontologie humaine
de Monaco. Mais regardez le personnage. Donc, on vous fait les une cheveux reconstitution. crépus, on voit, Vous on voyez voit très bien bien. que ça montre bien qu'il y a ici une réalité que l'on sait, et l'image précédente, c'est une réalité que l'on cache. Et on essaye d'imposer une vision raciologique de l'histoire que ne révèle pas les choses. Donc, c'est pour ça que c'est important que les gens comprennent que ces matériaux-là sont des matériaux africains. Ils ont été réalisés par des Africains. C'est-à-dire quand l'homme noir, la femme noire se sont installés en Europe. Ça, c'est important de le comprendre. Si on peut voir l'image suivante, alors, voyez le type de Grimaldi. Regardez la chose. Quand vous prenez le que c'est, Genèse de l'humanité, Verneau leur a reconnu un certain nombre de caractères négroïdes et les a décrits sous le nom de race de Grimaldi. D'accord? Puisque c'est la région de Grimaldi, nous sommes à Monaco. Et il vous dit, il ne faut pas oublier que nous avons trouvé chez les hommes de Cro-Magnon eux-mêmes, dans les proportions de leurs membres, notamment des caractères qui rappelaient ou même exagéraient ceux des nègres. Parce que comme ils n'arrivaient pas à s'en sortir, en fait, on a tout mélangé, c'est-à-dire on a tout créé, l'homme de Cro-Magnon. Voyez? Et enfin, depuis longtemps, Verneau a montré la survivance actuelle dans le sud de l'Europe d'individus à caractère de crânien négroïde. Donc vous voyez bien que là-dessus, nous sommes dans le que sais-je. Comment, sur la base d'un travail qui a été fait pour produire ce document-là, on vous montre une espèce de blond avec ses cheveux bouclés, représentant l'Aurignacien, alors que l'Aurignacien, on sait que c'est le fondement même, c'est le type de Grimaldi au niveau de l'humanité. Donc vous voyez que là, il y a mystification. Si on peut voir le document suivant, vous voyez ici, dans les documents, on vous met homme de Cro-Magnon, homme de Grimaldi. Musée d'anthropologie préhistorique. On mélange tout le monde. Oui. Est-ce que vous voyez? C'est pour doyer le poisson. Créer vraiment, ouais, vous voyez Voilà. le poisson, clairement. C'est pour doyer le poisson et faire en sorte qu'on n'y comprenne plus rien. Vous voyez? Puisque là, vous voyez bien, c'est marqué homme de Grimaldi, et je vous ai montré que l'homme de Grimaldi, tout le monde a reconnu que c'était un Africain. Donc, il faut que la jeunesse africaine et que l'Afrique revendique ce patrimoine-là. D'accord? Il faut revendiquer ce patrimoine-là. Ce n'est pas un patrimoine européen. C'est-à-dire, c'est pas un patrimoine caucasien. C'est un patrimoine donc qui vient véritablement du continent. Si on peut voir l'image suivante, vous regardez ici. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Mais je tiens quand même à rappeler que la statuette de Brassem Pouy, qui date de 22 000, de l'ère ancienne africaine, regardez ce que dit Édouard Piette, qui l'a découverte. Tête de femme à visage de forme mongolique, coiffée d'une perruque formant capuche, ressemblant à celle des Égyptiens des temps pharaoniques. Donc vous voyez bien que le cher ami savait déjà qu'il avait affaire à des personnages qui venaient du continent africain et qu'il reconnaît dans la coiffure les mêmes coiffures qui sont au musée du Louvre au niveau du département d'égyptologie et les statuettes des reines et des princesses de l'Égypte. Donc vous voyez qu'il y a quand même des choses extraordinaires. Donc c'est là pendant l'âge du règne, donc c'est un ouvrage donc où il a présenté tout ce qu'il a trouvé puisque c'était un amoureux des fouilles archéologiques et donc on voit bien que on veut bien, je dirais, qu'on s'amuse, mais il y a un moment, l'Académie doit comprendre aussi que sur ce type de recherche-là, il faut des équipes de chercheurs européens et de chercheurs africains. Parce que l'Européen ne va pas nous imposer son discours totalement fallacieux, parce qu'il fait du faux et de l'usage de faux. Et que pour retrouver une objectivité scientifique, il faut que les équipes de paléontologues africains rencontrent des paléontologues européens et on se met d'accord sur la réalité de l'artefact. Ou au Donc moins ça, des scientifiques de bonne foi. c'est-à-dire, non, je vais vous dire une chose. Mettons des scientifiques africains non payés par les Occidentaux, parce que s'ils sont encore payés par les Occidentaux, on va avoir de la farce et de la trappe. Très bien. On sait à qui on a affaire. Est-ce qu'on peut passer au document suivant? Voilà. Donc, quand on parle de culture aurignacienne, donc cette présence de ces Noirs en Europe, regardez la taille de l'expansion. Vous voyez, et encore, par musuétude, ils n'ont même pas mis l'apanage de ceux qui se trouvent sur le sol anglais. Mais c'est pour vous dire que, vous voyez, moins 35 000 à moins 26 000, regardez comment l'expansion de cette culture. Donc, quand vous voyez cela avec les points rouges, c'est des Noirs qui ont fait tout ça. Moi, quand je dis que c'est des Noirs qui étaient en Europe et qui ont façonné toutes les œuvres d'art de la préhistoire, on va discuter de quoi? Vous avez même dit que Rome était déjà là, même avant les Mais Romains. bien sûr, mais regardez, Par mais exemple. vous avez déjà, à cette époque-là, vous avez déjà tout le bassin italien déjà occupé. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre cela, parce que sur des documents comme celui-là, on voit bien qu'il y a dans cette migration africaine
pour partir, donc conquérir le monde entier, des hommes qui partent avec des maîtrises techniques. Enfin, vous avez vu tout à l'heure au musée les vases qui sont réalisés, les objets, les sculptures. Donc c'est vraiment très important de comprendre que c'est pas le petit zozo dont on vous parle, qui est entre l'homme primitif en train de s'amuser et chanter sous les bois. Non, là on a affaire à quelqu'un qui maîtrise des outils. Vous avez vu tout à l'heure l'ocre. On vous a montré l'ocre dans le musée. Cet ocre-là vient de Zambie. La datation, c'est 350 000 ans. Ah oui. C'est 350 000 ans, parce qu'on vous montre les grottes de Lascaux, le grotte de Chauvet. Tous ces grottes-là ont été faites par des Africains. Parce qu'il y a une chose qu'on ne vous dit pas. Pour faire une peinture, il faut avoir les couleurs, non? Faut Il faut maîtriser, pour la couleur. maîtriser la fabrication des pigments. Le berceau de la fabrication des pigments, c'est la Zambie en 350 000. Mais tout le monde reconnaît que c'est le berceau de l'art. Le berceau de l'art, c'est la Zambie. Et donc, le savoir réaliser les couleurs et les variations de couleurs avec les ocres et tous ces oxydes qu'on a, c'est parti de là. Et c'est avec cette connaissance-là que l'homme s'est mis à faire des peintures à travers le monde. Mais la chose, c'est que tu peux raconter ça en faisant comme si c'est en Europe qui va découvrir. Mais non, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. C'est pour ça qu'il faut mutualiser les équipes, entre des équipes africaines et des équipes européennes, pour arrêter le grand délire. Parce que ça aussi, c'est très important. Mais il n'y a même pas matière à débat, puisqu'on sait que l'occidental, finalement, le caucasien, est apparu il y a 6000 ans. Mais la chose, c'est qu'il vient d'un berceau qui est le lac Baïkal. Pourquoi il ne nous montre pas ce qu'il a fait dans le lac Baïkal? C'est quand même pas notre faute s'il n'y a rien. Il n'y a rien dans le lac Baïkal qui est son berceau, et il vient s'inventer des berceaux chez les gens. Parce qu'aujourd'hui, là, on a un problème sérieux avec les peuples d'ascendance nomade. C'est les plus turbulents de l'humanité. Est-ce que vous savez pourquoi les nomades sont les plus turbulents de l'humanité? C'est-à-dire les Européens, les Juifs et les Arabes. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'agriculture. L'agriculture, quand vous mettez une graine en terre, c'est pas le lendemain que Faut ça patienter, pousse, hein. faut prendre la patience. Voilà, faut arroser, envoyer. Donc ça oblige l'homme à être patient. Ça oblige, vous voyez, c'est l'agriculture qui a discipliné l'homme. Et ceux qui n'ont pas fait l'agriculture jusqu'à aujourd'hui sont des turbulents qui passent leur temps à faire la guerre et à vociférer sur et dans la convoitise de ce que l'autre a. On peut le chez lui. constater Non, avec mais l'actualité. c'est-à-dire que les études au niveau anthropologique, les experts savent bien, mais comme ils sont dedans aussi, puisqu'ils font partie des peuples d'ascendance nomadique, ils ont du mal à expliquer leur comportement actuel. Mais c'est des turbulents. Dans l'histoire de l'humanité, ce sont des gens qui sont turbulents. Les gars descendent en Afrique, font des discours, mais au-delà du réel. C'est-à-dire qu'ils racontent des choses qui dépassent l'entendement, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique subsaharienne, on a des discours qui sont au-delà du réel. Vous avez entendu les politiques français justement accuser par exemple Vladimir Poutine ou la Russie d'être un pays colonisateur? Mais oui, justement, en fait, venir dire ça au Cameroun, un pays qui a été napalisé par l'armée française. C'est quand même, c'est au-delà du réel, cette affaire. C'est-à-dire, on se demande, est-ce que le logiciel de mise à jour de l'histoire a été fait dans la tête de certains quand ils viennent faire des déclarations d'Afrique? Non, mais là, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais si on peut aller vers le document suivant, parce que c'est vrai que le temps passe, c'est intéressant de voir justement la richesse de ces matériaux et d'arriver à comprendre à quel point les réalisations africaines en terre européenne sont importantes pour l'humanité. Regardez ceci. Vous voyez ici, tout Européen qui voit ça sait qu'il a affaire à une femme africaine. Ah ben, Et vous savez pourquoi? À cause de la Vénus. je pense que non, là, le monde entier, c'est... Bon. Je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. La chose qu'on constate, c'est qu'on a plus de représentation de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que à cette époque-là, Dieu était perçu comme une femme. Ah, oui. On disait notre mère et pas notre père, tout simplement. Et je dirais, il y avait cette connaissance que la réalité du féminin dupliquant les forces du masculin et du féminin, parce qu'il ne faut pas oublier que si l'humanité perdure, c'est parce qu'il y a la femme qui fait un enfant pour son mari et un enfant pour elle. Donc on n'a jamais vu une femme sortir du ventre d'un homme. Donc à partir de ce moment-là, comme il y a cette primauté de la femme dans à la fois les connexions avec la création, parce que vous savez que maintenant on est en train de découvrir que beaucoup d'artistes de la préhistoire étaient des femmes, puisqu'on a parlé de l'homme de la préhistoire comme si la femme n'était pas là. C'est vrai. Vous avez que des représentations de femmes et on vous parle de l'homme de la préhistoire. Ces gens-là ont un problème. Donc, ce qui veut dire que, en fait, dans la spiritualité de l'époque, c'était le matriarcat qui l'emportait. Maintenant, si on peut voir le document suivant, vous allez voir quelque chose d'assez poignant. L'étude de l'ensemble de ces Vénus démontre des caractéristiques récurrentes. Comme on peut le voir ici, la première de ces caractéristiques est la nudité.
Il y a aussi la simplification des traits du visage, voire l'absence de personnification, hormis pour la Vénus de Bras-Saint-Pouille que l'on voit juste ici. On constate aussi une atrophie ou une absence des extrémités des membres et la surexpression des caractères sexuels féminins. À la fin du XIXe siècle, les études sur la préhistoire en sont à leur balbutiement. Très peu de squelettes sont mis au jour. Il est donc difficile de brosser un portrait morphologique de ces populations préhistoriques. Les Vénus sont alors l'une des seules sources de documentation. Ainsi, quelques préhistoriens, notamment Édouard Piette, découvreur de la Vénus de Bras-Saint-Pouille, pensent que ces représentations sont le reflet de la réalité du corps de la femme préhistorique. Cette théorie s'inspire des études ethnographiques réalisées à cette époque sur différentes populations africaines. On peut citer le célèbre exemple des Vénus Hottentotes, exhibées dans les salons et événements européens. La plus célèbre d'entre elles est Starji Bartman, une femme Khoisan réduite en esclavage. Elle passera sa vie à être étudiée et observée car elle présentait une morphologie très particulière, dite stéatopige, c'est-à-dire présentant un postérieur très proéminent. Cette similitude morphologique entre les femmes africaines dites primitives et les statuettes préhistoriques féminines font sens et viennent appuyer la théorie spéculative de la représentation réaliste de ces Vénus défendue par Édouard Piette. Voilà. Et vous voyez, derrière elle, il y a une photo qui représente une femme européenne de l'époque. Donc vous voyez, la chose, c'est que vous sentez les zones nauséabondes de l'escroquerie intellectuelle. Il y a une malhonnêteté intellectuelle. Il y a une malhonnêteté à tous les niveaux. C'est vraiment flagrant. Puisque nous, quand même, on sait reconnaître des noirs quand on en voit dans des œuvres artistiques. Quand c'est un homme ou une femme, tout de suite on voit et on peut le démontrer, on peut l'expliquer. Est-ce qu'on a le temps de voir un petit document suivant ? Un tout petit, allons-y. Voilà, je crois que c'est une... Est-ce qu'on a le temps? 2 minutes? Oui, je pense qu'on va... Oui. Voilà. Alors, oui. Est-ce qu'on peut revenir? On aura l'occasion. Bon, restons là-dessus. Restons sur la deuxième image. La deuxième on va image. revenir là-dessus parce que ça, c'est un peu long. Voilà. Vous voyez, on parle de Dame à la capuche et on vous dit que... alors, ce qu'on m'a dit, certains ont dit que oui, mais c'est réalisé à partir des coquillages. Bon, la femme que vous avez vue, c'est une posture mortuaire. Mais là, vous avez quelqu'un représenté de son vivant. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate que cette capuche-là, c'est pas des coquillages. Vous voyez? Donc ça veut dire que tout le monde s'amuse, parce que tout le monde voit bien qu'il s'agit de tresses africaines, mais on ne sait pas comment broyer le poisson et nous raconter des sornettes. Voyez, et le visage même n'a rien à voir avec le visage de l'homme et de la femme de Grimaldi. Donc tout ça pour expliquer que moi je veux, et pour moi c'est important, qu'on arrête ce cloisonnement racial de l'humanité. Il faut bien voir que les Européens, donc les Caucasiens, sont des envahisseurs de ce continent. Il y avait des populations africaines qui vivaient là et qui sont les auteurs, et les auteurs ES, puisque les femmes aussi ont réalisé des œuvres et ont fait aussi des peintures. Il faut aller apprécier ça, tout cela dans les musées. Il faut aller voir ces grottes, les œuvres qui sont réalisées, et comprendre que voilà un patrimoine qu'il faut tout simplement mettre au niveau de l'Afrique, parce que ça ne concerne pas donc les Européens. Merci beaucoup, Kalala, de lever le voile effectivement sur toutes ces arnaques qu'on a subies pendant des années et qui nous ont fait effectivement nous éloigner de notre culture et des musées dont vous parlez beaucoup depuis qu'on a commencé à faire des émissions. Vous conseillez beaucoup de se rendre dans les musées. Je suis très content de voir que de plus en plus les enfants disent aux parents, voilà, Omotunde a dit, il faut aller au musée, je veux aller au musée. C'est-à-dire, peu importe la ville dans laquelle on est, les parents vont faire des courses, vont dans les centres commerciaux, on va au cinéma, mais il faut aussi amener les enfants dans les musées. Il y a une obligation, quand on se déplace, on doit amener les enfants dans les musées locaux, pas les parcs d'attractions. On parle des musées. Les musées d'abord, les parcs d'attractions après. Merci beaucoup, Kalala, pour ce nouveau cours. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Passez une bonne soirée à l'écoute des programmes de Canal 10. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau jeudi anthropologie. Bisous, bisous.